Alors, nous voilà pour cette deuxième étape des fondamentaux de la multimodalité. Alors, on va commencer par un petit sondage à main levée, puisqu'on a la chance, quand on a des outils de classe virtuelle, de pouvoir utiliser ce type de fonctionnalité. Alors, vous aviez, alors pour celles et ceux, bien évidemment, dont nous avions les mails, si certains nous ont rejoints entre-temps, n'hésitez pas dans ce cas-là à nous envoyer, à moi-même et à Christophe, un petit message pour qu'on puisse vous ajouter, et notamment peut-être vous envoyer les liens, et la feuille de route, puisqu'on appelle ça une feuille de route, des activités qui étaient proposées entre la session précédente, qui était le 21 janvier, et celle d'aujourd'hui, le 21 mars. Alors, de façon à situer un petit peu, si vous avez été des apprenants multimodaux assidus, je vais vous demander, en utilisant le symbole de la petite main, ou si vous cliquez sur le petit triangle qui est en bas à droite de la main, vous pouvez dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais alors là, c'est pas pour dire d'accord, pas d'accord, j'aimerais savoir si vous avez pu, dans un premier temps, déjà réaliser, consulter le parcours de découverte de la multimodalité de Communautique. Est-ce que vous vous êtes connecté à ce parcours avec les identifiants Charlie 1, Charlie 2, etc. Qui a pris le temps ou eu le temps, hein, parce que je dirais c'est quelquefois des contraintes d'organisation qui nous empêchent de réaliser entre deux sessions ces activités. Alors, qu'est-ce que nous? Oh là là, on n'a que Dany. Ah non, Christophe aussi, merci. Ça va, j'ai eu peur à un moment donné. Ah, Sophie, un petit pouce en bas, c'est que ça n'a pas pu se faire. Ok, ok, pour Damien, Damien même chose. Ok, donc 3 4 pour effectivement qui ont pu. Donc oui, ça nous donne l'idée, hein, c'est en même temps une découverte de la classe virtuelle, hein, pour certains, j'imagine. C'est retrouver dans ces outils-là des fonctionnalités d'activités classiques de salle de classe, hein, et donc quand on demande qui a fait quoi, bah, les gens lèvent la main. Donc là, on peut aussi lever la main pour dire si on a fait ou si on n'a pas fait. Euh, voilà, donc ben, écoutez, très bien. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas eu l'occasion effectivement de réaliser ça, ou qui par hasard n'auraient pas reçu le mail avec les consignes, eh bien, à nouveau, hein, comme tout à l'heure, vous me l'avez redemandé, et j'aurai le plaisir de vous envoyer tout ça de façon à ce que vous puissiez les consulter après coup. Alors, donc vous pouvez après désactiver, hein, vos mains, vos pouces, vous recliquez dessus pour désactiver ça. Parce que si vous voulez après prendre la parole, il faudra que je puisse voir que c'est un nouveau signe de votre main. Voilà, très bien, parfait. Alors, je pense que vous commencez à bien maîtriser l'outil. Alors, qu'est-ce que l'on va voir dans le prolongement de la séance précédente où nous avions parlé de vocabulaire, nous avions regardé à quoi servaient effectivement les dispositifs multimodaux, hein, on avait appelé ça la multimodalité dans toute sa diversité, parce que effectivement c'était de voir dans quelles situations, pour quels objectifs on était amené à mettre en place des dispositifs de formation multimodale. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux coulisses de tout ça, de façon à trouver quelles sont les composantes d'une formation multimodale. Pour faire une formation classique, bah, on sait qu'en général, il nous faut, allez, on va faire simple, des stagiaires, une salle, et puis un formateur. On va retrouver un certain nombre d'ingrédients, vous allez voir, dans la formation multimodale, mais on va en trouver surtout de nouveaux, et bien évidemment, ce sont aux nouveaux ingrédients dont on va s'intéresser. Enfin, ce sont à ces ingrédients-là que l'on va porter notre attention. Excusez-moi, je mets les paroles dans le mauvais sens. Alors, l'essentiel sera effectivement basé sur mon exposé, mais je compte sur vous, comme je le rappelais dans le chat, pour
intervenir, poser des questions et lever la main si vous avez envie d'intervenir ou de poser la question plutôt à l'oral qu'à l'écrit dans le chat. Donc je surveille en même temps la fenêtre de chat pour bien voir s'il y a des questions qui sont posées. Et puis si jamais j'en oublie, Christophe pourra aussi m'interrompre du coup et me dire tiens, ça serait intéressant peut-être de répondre à la question d'un tel ou un tel. Alors, on va pour ça, les différentes composantes d'un dispositif en fait, se rappeler que d'une part, la multimodalité, c'est un ensemble d'interactions entre la technologie, de la pédagogie et de la présence humaine. Donc on a bien sûr toujours nos formateurs, nos apprenants qui sont dans ces dispositifs. C'est quelque chose que l'on doit aborder avec ce qu'on appelle une approche systémique. Parce que, comme je vous l'ai représenté ici, bon, moi qui réside depuis une vingtaine d'années en pays horloger, comme on dit. Alors le pays horloger, c'est pas du côté de Fougères, bien qu'il y ait des écoles aussi dans ce coin-là. C'est plutôt le Jura, le pays horloger et le Houdou. Et donc en pays horloger, ben, on fait des petits engrenages comme ça hein, pour les pendules et pour les montres. Et il suffit qu'il y ait un engrenage qui marche pas bien pour que tout s'arrête. Et c'est vraiment cette approche qu'il est nécessaire d'avoir dans la conception ou dans l'exploitation d'un dispositif de formation multimodale, parce que tous les ingrédients sont importants. On va parler de techno, on va parler de différentes choses. Nous, on va s'intéresser plutôt aujourd'hui à des éléments un peu caractéristiques de la formation multimodale, même si vous aurez remarqué que dans mon titre, j'ai laissé le terme de FOAD hein, qui est là, voilà. Donc FOAD multimodal, FOAD parce que c'est le terme utilisé par le législateur aussi aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à conserver un petit peu l'utilisation de ce terme-là aussi. Donc on va s'intéresser, nous, plutôt aujourd'hui au contenu, multimédia bien sûr, aux technologies et aux outils, et à toute la dimension de l'accompagnement, parce que bien sûr l'accompagnement est toujours là, mais il va être présent, vous imaginez, sous une autre forme. Alors, on va commencer par les ressources d'apprentissage numérique. Je vais vous balayer un certain nombre de choses sur ces ressources d'apprentissage, mais vous avez pour un certain nombre d'entre vous, du coup, eu le temps d'en découvrir 3, et je vous demanderai, pour ceux qui l'ont fait, de nous donner votre avis à travers un vote qui interviendra juste après. Juste à la fin donc de cette présentation des outils. Donc, les ressources d'apprentissage numérique, c'est, on va dire, l'élément quasi essentiel si l'on exclut l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique qui est indispensable dans un dispositif de formation. Et c'est bien sûr ce qui fait que une formation multimodale reste une formation avec ses ingrédients principaux que sont la pédagogie, les méthodes, les outils pédagogiques et les moyens pédagogiques que l'on va déployer. Mais les ressources d'apprentissage numérique, c'est ce qui fait que c'est une formation. C'est ce qui fait qu'on a quelque chose qui va nous permettre, à nous, apprenants, quand on est apprenant, d'apprendre, justement. Si on n'a qu'une plateforme, on n'a qu'une coquille vide. Sinon, c'est une salle de classe vide, sans enseignant. Donc il nous faut du contenu, et le contenu, ce sont ce qu'on appelle les ressources d'apprentissage numérique. Il faut absolument avoir en tête qu'il y a de nombreux types de ressources d'apprentissage, et c'est celle que l'on va balayer là, des plus simples, et notamment celles qui existent souvent dans l'organisme, hein, c'est très rare qu'on n'ait pas des ressources au format numérique déjà, qui peuvent être des documents textes, des études, des photos, qui ont été réalisés par vous-même, par des collègues qui sont dans la bibliothèque de l'établissement, qui sont dans votre bibliothèque personnelle, et donc autant de choses qui va être intéressant peut-être d'utiliser tel quel ou de modifier un tant soit peu pour en faire des ressources qui vont garder leur utilité. Alors bien évidemment, on ne va pas s'arrêter à la mise en ligne de documents PDF et de se dire bah ça y est, j'ai fait de la multimodalité, j'ai mis mes supports de cours en ligne. Ça s'est fait il y a quelques années pour ceux notamment qui croyaient que faire du e-learning c'était simplement mettre des ressources en ligne.
Mais les ressources en ligne, à l'inverse, ne doivent pas disparaître, et même les ressources les plus simples, comme les documents et les photos. Ce sont ceux que vous savez produire, que vous savez traiter, que vous savez modifier, et donc il ne faut pas se priver effectivement de leur utilisation, d'autant plus sur ces documents de type texte ou photo, si si c'est vous qui les avez effectivement utilisés, parce que, enfin qui les avez produits, pardon, parce que vous en avez tous les droits, hein, vous avez tous les droits d'auteur dessus, et donc vous pouvez les exploiter vous-même comme vous le souhaitez. Hein, je ferme la parenthèse là-dessus parce qu'on ne va pas rentrer sur les aspects des droits d'auteur. Il y a eu d'autres occasions pour le faire. Alors, on va monter tout doucement en matière en complexité pour voir effectivement quelles sont les autres ressources que l'on peut être amené à mobiliser dans un tel dispositif, mais et on essaiera de voir aussi quels sont les outils qui nous permettent de les concevoir. On a ici quatre vignettes hein, qui représentent des productions qui prennent une forme finale de type vidéo. Donc, ce sont soit des vidéos d'emblée, hein, comme celle-ci, soit ce sont des animations, comme celle-ci ou celle-ci, qui ont simplement comme différence eh bien, en bas à gauche là d'être conçu avec un logiciel qui existe en version gratuite, qui est relativement simple à prendre en main, qui s'appelle Powtoon. Et puis, alors qu'ici, on est sur quelque chose de plus élaboré. Vous voyez sur le plan du graphisme, sur le plan des bibliothèques, hein, ce qu'on appelle les bibliothèques, ce sont les environnements graphiques dans lesquels on peut faire évoluer des personnages, et donc les bibliothèques de personnages également, les possibilités d'interaction, donc qui vont nous donner un caractère beaucoup plus professionnel et qui nécessitent dans un certain nombre de cas d'avoir recours à un prestataire extérieur, à moins que l'on ait bien sûr des compétences particulières en interne. Voilà, donc on va mettre ces productions-là sous le terme de motion design, hein, comme je l'ai indiqué ici. Et puis, je reviendrai ensuite sur la vidéo. Quelque chose qui se rapproche un petit peu, qui est très à la mode en ce moment, depuis un an ou deux, hein, c'est ce qu'on appelle le video scribing. C'est ce qui, là où vous allez avoir effectivement une main qui vous dessine quelque chose, hein, comme on le voit ici, par exemple, là, il dessine en fait la carte de l'Italie et il raconte une histoire, ce qui veut dire que l'on a une voix off, hein, on a un narrateur qui va nous dérouler son histoire, tout en nous dessinant des personnages, des environnements graphiques divers et variés. C'est très intéressant parce que je dirais, il y a un certain dynamisme. Attention toutefois, parce que moi, plusieurs personnes m'en ont fait la remarque, à ce que le dessin ne détourne pas l'attention du message que l'on fait passer. Et c'est valable d'ailleurs également dans les deux autres supports, c'est-à-dire que la richesse et la qualité du dessin et des animations dans ces dessins peuvent à un moment donné détourner l'attention du fond du message que l'on veut faire passer. Et donc il est important de bien travailler les messages écrits que l'on fait passer, comme vous le voyez ici là sur les vignettes rouges, hein, qui viennent, où on vient mettre sur des étiquettes en fait les mots-clés, qui viennent renforcer le discours. Alors, au niveau des vidéos, bien sûr, on peut utiliser des vidéos brutes, hein, telles qu'on peut les avoir. Ayez simplement en tête qu'il ne faut pas qu'une vidéo soit trop longue. Vous avez tous remarqué que les vidéos que l'on voit passer le plus souvent, alors qu'elles soient professionnelles ou purement à but de distraction, on va dire, elles sont d'une durée de 1 minute, 1 minute 30, allez, 4-5 minutes pour les plus importantes. On trouve encore des vidéos de formation qui vont aller jusqu'à la dizaine de minutes ou 10-12 minutes, mais c'est de plus en plus rare. On est sur des formats de vidéos de plus en plus courts. Et ce qui est intéressant, vous avez peut-être eu l'occasion effectivement de tester celle-ci que je vous avais mis en lien, qui est sur les gestes de premier secours, puisque cette vidéo en fait est enrichie par des messages qui peuvent apparaître, enrichie par des questions qui sont posées, par des temps de pause hein, qui sont forcés pour celui qui regarde la vidéo, ce qui lui permet de prendre des notes
de poser des questions, etc., etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut travailler avec des outils, là, à nouveau, des outils gratuits. Vous avez un outil qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle H5P, hein, H comme la lettre H, 5 et P comme la lettre P, qui permet de faire ce type en fait d'enrichissement sur des vidéos existantes, même des vidéos qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire vous trouvez une vidéo sur YouTube ou Dailymotion ou Vimeo, et sans pirater la vidéo, hein, simplement vous venez appliquer en fait un calque d'une certaine façon sur la vidéo avec des interactions qui sont celles que j'évoquais là à l'instant. Hein. Donc possibilité d'enrichir, et du coup ce qui est très intéressant, c'est que on engage beaucoup plus l'apprenant dans une vidéo de ce type-là, parce qu'il est obligé d'être attentif. Là, à certains moments, la vidéo va s'arrêter, donc il est obligé de faire quelque chose, il est obligé de répondre à une question, il est obligé de lire peut-être un petit morceau de texte qui explique un processus qui va se dérouler juste après. On va lui demander de rédiger quelque chose, on va lui demander de prendre des notes, on va lui demander de réfléchir à ce qu'il a compris et de prendre des notes à côté. Hein. C'est pas forcément prendre des notes dans la vidéo, c'est prendre des notes sur un papier quelquefois, pour pouvoir bien sûr restituer ses connaissances acquises ou pouvoir poser des questions quand il va se retrouver face à vous dans une séquence en face à face. Donc c'est quelque chose qui est très prometteur, et c'est d'autant plus prometteur qu'on a aujourd'hui, comme c'est le cas pour Powtoon, comme c'est le cas également pour ces animations-là, et pour faire du vidéo scribing, on a la possibilité de trouver des outils gratuits ou très peu onéreux. Même la version payante de Powtoon doit coûter quelques dizaines d'euros à l'année, hein, donc c'est tout à fait accessible. Et puis simple d'utilisation. Bien sûr, on peut y trouver des fonctions un petit peu plus élaborées qui nécessiteront d'y passer un peu plus de temps, mais je dirais si on veut faire ses premiers pas avec ce type d'outil, c'est tout à fait à la portée de comment dire, euh, de tout formateur qui manipule un petit peu pour qui manipule ses premiers outils et qui est assez à l'aise avec les outils bureautiques classiques. H5P est gratuit, effectivement, comme dit Marie Bourri. Tu sais combien pour Powtoon? C'est quelques dizaines d'euros. Alors j'ai plus exactement le tarif en tête, mais je crois peut-être entre 60 et 70 euros par an pour un abonnement. À vérifier quand même, bon, c'est très facile, hein, vous allez sur effectivement Powtoon, ça s'écrit exactement comme Christophe l'a mis dans le chat. Et ça permet donc effectivement d'avoir plus d'environnement graphique, d'avoir plus de fonctionnalités, hein, comme dans la plupart des systèmes qui sont proposés, ce qu'on appelle en freemium, hein, dont une partie est gratuite, une partie est payante. Donc on a toutes les fonctionnalités souvent, mais là on a surtout des environnements graphiques beaucoup plus élaborés, et on évite le petit message publicitaire à la fin, comme quoi ça a été réalisé avec Powtoon. Voilà. Alors, on enchaîne sur d'autres types de ressources, et là aussi, à nouveau, une ressource très intéressante pour les formateurs en général, parce qu'on va, comme pour les vidéos dont on vient de parler, s'appuyer sur un existant, et cet existant, c'est le diaporama. Alors, j'ai eu la grande surprise hier, j'intervenais dans un établissement que je ne citerai pas, mais un grand établissement de l'apprentissage en région parisienne, 3000 apprentis à peu près, et dont les formateurs n'étaient pas du tout utilisateurs de PowerPoint pour faire leurs cours. C'est de plus en plus rare, parce qu'il y a eu une grande mode hein, quand même de PowerPoint, un petit peu trop même dans certains cas, et surtout de mauvais PowerPoint dans bon nombre de situations où on confondait le PowerPoint qui est un support d'animation avec le PowerPoint où on en fait un support de cours. C'est pas du tout la même chose et pas du tout la même finalité, vous le savez bien. Alors, mais quand on a, quel que soit le PowerPoint à la limite dont on dispose, c'est une bonne base, parce qu'il va nous permettre, en retravaillant sa présentation, en retravaillant les éléments graphiques qu'il possède déjà ou par lesquels on peut l'enrichir, eh bien on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle donc des diaporamas sonorisés,
C'est-à-dire, vous allez dérouler vos diapos en y mettant en plus votre commentaire vocal, voire vous pouvez même incruster votre vidéo si vous voulez effectivement qu'on vous voit comme un apprenant vous verrait s'il était face à vous dans une salle de cours avec le diaporama qui se déroule, enfin que vous déroulez via le vidéoprojecteur, et bien sûr les commentaires, le discours que vous faites. Alors bien sûr, il n'y a pas d'interactivité avec vous à ce niveau-là, hein, si ce n'est qu'effectivement c'est rythmé, qu'il y a les commentaires, que l'on peut y introduire des questions. Donc on peut à un moment donné, je dirais, interrompre là aussi le déroulement du diaporama, poser une question, comme pour les vidéos, comme je l'expliquais précédemment, et donc de cette façon, engager là aussi, de façon plus importante, l'apprenant dans la consultation de cette ressource pour qu'il soit plus attentif, qu'il retienne mieux, qu'il puisse s'exercer tout en déroulant effectivement et en prenant connaissance du contenu. Alors, vous avez ici deux vignettes faites, réalisées avec deux outils différents. Celui du bas, réalisé avec une extension en fait de Microsoft Office qui s'appelle Mix, M-I-X. Et donc cette extension est gratuite, il suffit simplement d'avoir, je crois, à minima la version Office 2013 pour pouvoir installer Office Mix. Et il faut avoir, au moment où on publie, puisqu'en fait ça prend là aussi un format de vidéo, hein, ça va se dérouler un petit peu comme une vidéo, hein, avec un cheminement, avec des étapes, hein, avec un chapitrage qui se fait automatiquement. Le chapitrage, c'est tout simplement chaque diapo. Mais donc, il faut avoir un compte Microsoft. Bon, ce que l'on maintenant, on va dire les utilisateurs de Microsoft Office ont de plus en plus. Ou sinon, il suffit effectivement de se créer un compte Microsoft. Au-dessus, on va faire sensiblement la même chose, mais avec un logiciel qui n'apporte en termes de fonctionnalité pas énormément de choses en plus, c'est Acrobat Presenter. Et donc qui était jusqu'à présent parmi les quelques logiciels qui donnaient la possibilité de réaliser ce genre de production. Mais aujourd'hui, Office Mix entre autres, mais vous avez à côté d'Acrobat Presenter, vous avez peut-être entendu parler de eSpring ou iSpring, hein, si vous voulez le dire en anglais, c'est un I de Isidore, pardon. Et donc vous avez différents logiciels payants et donc aujourd'hui un logiciel gratuit qui est de mon point de vue très performant, qui est Office Mix, et compte tenu que sur beaucoup d'ordinateurs Microsoft Office est installé, ça vous donne vraiment une possibilité de travailler, de retravailler donc vos diaporamas et de les enrichir avec une séquence son. Ça coupe, me dites-vous. Eh bien, vous savez pas si ça coupe, je vais couper moi ma vidéo. C'est parce que, hop, voilà, c'est parce que j'ai une faiblesse de débit de mon côté. Voilà, donc ça devrait aller un petit peu mieux comme ça, sans ma vidéo. Non, Acrobat Presenter n'est pas gratuit, hein. Tout comme, alors dans les produits Acrobat, il y a bien que Acrobat Reader, qui à ma connaissance est gratuit. Il y en a peut-être d'autres moins connus, mais c'est bien effectivement un produit payant. C'est pas très très cher, mais c'est payant. Par contre, il est possible dans certaines entreprises que vous ayez la suite Acrobat, hein. Quelquefois, il y a des suites comme les suites Office, et dans la suite Acrobat, on va trouver, je crois, Acrobat Presenter. Alors, ensuite, si on continue, dans les différentes productions que l'on peut, les différentes ressources d'apprentissage numérique, bien, on va trouver ce dont vous avez très certainement entendu parler, ce qu'on appelle les modules multimédia SCORM. Alors un module SCORM, au-delà de l'aspect technique, parce qu'un module SCORM permet d'échanger des données entre le contenu du module et la plateforme de formation, et ce qui va donner notamment la possibilité de remonter au niveau de la plateforme de formation un score, c'est-à-dire un résultat à une évaluation. Si on a prévu dans le module des exercices et une évaluation de fin de module, eh bien les scores réalisés vont être enregistrés dans la plateforme de formation. On va parler de la plateforme juste après, hein. Et donc ça va nous permettre d'avoir comme ça des échanges de données entre la plateforme et le contenu. Et ça, c'est grâce à cette norme. SCORM est une norme, et c'est une norme technique en fait qui permet des échanges d'informations entre le module et la plateforme.
Au-delà de ça, ce qui est intéressant dans un module multimédia SCORM, qui sont réalisés dans 95% avec ce que l'on appelle des logiciels auteurs, ces logiciels permettent en fait d'intégrer toutes sortes de médias dans on va dire, dans cette ressource multimédia. Le multimédia prend vraiment tout son sens avec Multimédia SCORM. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, et vous avez une sorte de représentation là à l'écran avec ces trois vignettes, pardon. Vous avez bien évidemment, on peut y mettre du texte, hein, on peut créer des pages de type page HTML, on peut y intégrer du graphique, on peut y mettre du son, hein, on peut mettre une bande son qui va se dérouler par exemple et puis qui viendrait commenter un graphique. On peut mettre des éléments dessinés, voire bien évidemment des animations sous forme de bande dessinée, donc sonore ou pas, hein, mais on peut avoir tout type d'animation. On peut y intégrer donc à nouveau des images, des vidéos. Ici, on a une vidéo d'une plateforme pétrolière, par exemple, qui est incrustée donc et qui est intégrée dans le module SCORM. Donc, au-delà des différents médias que l'on peut intégrer, il y a aussi toute la dimension de l'évaluation, bien sûr, que l'on va pouvoir réaliser. Donc là, toutes sortes d'exercices très sophistiqués, dans la plupart des cas, qui peuvent être réalisés dans ce type de module-là. Donc, on est vraiment sur une logique de contenu de formation. Là, ce n'est pas, on va dire, un document type photo ou même une vidéo que l'on détourne pour en faire une ressource pédagogique. Là, c'est vraiment quelque chose qui est conçu comme un contenu de formation et très souvent avec une organisation de type euh, annonce des objets, enfin présentation des objectifs pédagogiques, présentation du programme, hein, du contenu d'une certaine façon, des différentes modalités permettant de naviguer dans la ressource de formation et la possibilité, bien sûr, de s'évaluer et de récupérer les scores de l'évaluation, de s'évaluer une fois, deux fois, trois fois, donc de s'exercer autant de fois que nécessaire. C'est vraiment, on peut, avec un module SCORM, créer ce que l'on va appeler une ressource d'auto-formation. Quand vous allez entendre parler de ressources ou de dispositifs d'auto-formation, dans 99% des cas, ces dispositifs s'appuient sur des modules qui sont des modules SCORM, qui ont été conçus avec alors les outils auteurs. Les plus courants sont les logiciels par exemple d'HyperOffice, sont un logiciel qui aujourd'hui est très répandu qui s'appelle Storyline, qui bon, est largement utilisé dans les entreprises et par les organismes, enfin par les prestataires qui conçoivent pour des entreprises ou pour des organismes de formation. Vous avez entendu parler très certainement d'IDOCO avec un logiciel, alors son nom a évolué, mais il s'appelait e-learning maker encore il n'y a pas très longtemps, et je sais que le nom a évolué. Le nom du premier, alors le premier, qu'est-ce que je vous ai dit? HyperOffice. Voilà, HyperOffice, il y a toute une chaîne, tout un ensemble d'outils, dont une plateforme de formation, mais un logiciel qui permet de créer. Vous avez Mind on Site également. Alors retenez plutôt MOS, M-O-S, hein, pour Mind on Site. Donc il y a là aussi un logiciel auteur. Et puis vous avez un logiciel qui est moins répandu en France, mais très répandu dans le monde, enfin, au niveau mondial, qui s'appelle Lectora. L-E-C-T-O-R-A. Et donc, alors tous ces logiciels-là sont des logiciels payants avec des licences qui, dans certains cas, peuvent être, on va dire, relativement onéreuses, hein. On atteint facilement entre 1000 et 1500 euros la licence. Bien sûr, on ne va pas équiper, par exemple, tous les formateurs d'un centre de formation d'une licence pour produire du module SCORM. On peut se contenter d'avoir une, deux, trois licences, effectivement, qui sont, il y a des notions de licences, ce qu'on appelle des licences flottantes, hein, par exemple, c'est-à-dire que les licences peuvent être utilisées sur différents postes, mais par contre, on n'a pas le droit d'en utiliser plus que deux ou trois simultanément, hein, en fonction du nombre de licences que l'on a achetées. Le premier module la première vignette que vous avez là est réalisée, elle, avec un outil gratuit, qui est le seul outil open source gratuit relativement performant aujourd'hui, qui s'appelle Scénari Opal.
donc qui est conçu, c'est un produit français, puisque conçu par l'Université technologique de Compiègne, et qui fonctionne plutôt pas mal, mais qui a ses limites. Bien évidemment, on aura moins de richesse fonctionnelle, moins de capacité dans les exercices que dans les autres. Ici, c'est IDOCO, ici, c'est du Storyline. Dany nous parle de Udo2 également. Alors Udo2, je me souviens plus s'il est gratuit ou payant. Je crois qu'il y a les deux versions. Il doit y avoir une version, une modalité payante, une modalité gratuite. Et la particularité, si je me trompe pas, gratuit pour vous, d'accord. C'est à partir d'un certain moment, il y a on passe sur du payant et je crois que par contre c'est exclusivement en ligne, c'est-à-dire on conçoit tout en ligne. Euh, ouais, voilà. Euh, Mais voilà, il faut être connecté, il faut être complètement connecté pour concevoir ce type de ressources-là. Donc dans certains, on retrouve la logique des outils, ce qu'on appelle du Web 2, c'est-à-dire que on va accéder à des applications qui sont exclusivement en ligne, que l'on n'installe pas sur son ordinateur, mais qui ont par contre l'avantage d'être totalement ou partiellement gratuites, comme le Powtoon, dans le principe du Powtoon dont on parlait tout à l'heure. Ok, voilà, vous voyez, Dany nous dit limité à 5 en ligne. Voilà, donc on trouve à un certain moment des limites, et après, quand on veut franchir ces limites, on passe sur des versions payantes. Alors, donc voilà, voilà, une autre image d'un module multimédia SCORM, avec vous voyez, un exercice qui est intégré dedans, avec de l'image, avec une bande son, avec un texte qui se lit automatiquement. Vous allez pouvoir faire des voix par des vrais professionnels, par exemple, et intégrer les voix dans vos modules pour en faire des productions de qualité professionnelle. On va terminer par, on va dire, ce qui est à la fois le plus complexe, le plus coûteux, mais quelquefois le plus performant, en fonction bien sûr des objectifs visés. Ce sont les serious games. Vous avez tous entendu parler effectivement des serious games. Alors les serious games peuvent être à vocation très variée. On peut avoir des serious games de découverte, de communication, de marketing. Et nous, bien sûr, on va s'intéresser aux serious games éducatifs pour apprendre. Et je vous ai mis deux vignettes qui, on va dire, nous donnent résument les deux tendances. Dans le premier cas, un serious game très réaliste, c'est-à-dire où on va s'appuyer beaucoup en fait sur des photos ou des vidéos qui vont être numérisées et où on va recréer donc une ambiance et un environnement très proche de la réalité. Donc là, on est proche de la simulation. On est ici sur une plateforme minière, je crois, de mémoire, et donc on est sur un serious game d'apprentissage de la sécurité sur cette plateforme-là. Et puis, vous voyez, assez différent ici, on a un serious game sur le monde du handicap, et qui a pris le parti d'être, lui, beaucoup plus sur la possibilité d'être dans un environnement de jeu, un environnement graphique, cette fois, complètement dessiné, où on change, on n'est plus dans le monde réel, parce qu'on veut notamment aborder le monde de handicap sous un autre angle, sans être dans la réalité de la personne handicapée, mais en laissant l'utilisateur imaginer quelles seraient les difficultés, par exemple, que rencontrerait une personne handicapée physique dans une cité à multiples étages, par exemple, comme on le voit ici. Voilà. Tiens, il y a quelqu'un qui a trouvé comment on activait le pointeur, je vois, parce que j'ai un deuxième pointeur qui vient vers moi. Oui, parce que j'ai activé vos crayons, donc vous allez avoir la possibilité de jouer avec les outils qui sont normalement qui doivent s'afficher comme chez moi en bas de votre écran. Oui, voilà, vous avez des croix aussi. Vous n'arrivez pas à arrêter. Vous cliquez, alors je sais plus effectivement pour l'enlever. Vous recliquez sur vous recliquez sur pointeur laser et ça va arrêter votre pointeur. Voilà. Alors,
Pour celles et ceux qui ont eu le temps du coup de regarder les 3 ressources que je vous avais proposées, il y avait une animation sonorisée qui était sur la visite d'entreprise, cadre d'un tuteur qui rend visite au maître d'apprentissage, d'un tuteur d'un établissement de formation qui rend visite au maître d'apprentissage. Il y avait un diaporama sonorisé dont le thème était les usages de la visioconférence, et puis il y avait la fameuse vidéo interactive sur les gestes de premier secours. Alors là, vous allez pouvoir jouer effectivement avec vos petits outils, et notamment avec, si vous baladez en bas, vous avez un outil qui s'appelle Étampe. C'est celui qui permet de faire des petites croix. Voilà, comme ça, là, moi je fais des croix jaunes. Et donc, je vais vous demander de positionner, alors même si vous n'avez pas consulté les 3 que j'ai proposés, peut-être que vous connaissiez déjà ce type de ressources. Je vais vous demander de venir positionner une croix sur l'animation, le type de ressource, sur la ressource qui, pour vous, vous semble la plus pertinente. Alors bien sûr, la plus pertinente, ça ne veut rien dire en soi, la plus pertinente par rapport à votre organisme de formation, par rapport à la matière que vous enseignez, par rapport au public que vous avez. Qu'est-ce qui vous semblerait, vous, demain, le plus pertinent à concevoir si vous aviez, dès cet après-midi, à faire une ressource d'apprentissage? Allez, allons-y. Hop, ça y est, les petites étampes arrivent de partout. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Donc pour l'instant, c'est le diaporama sonorisé qui l'emporte. Bon, bah là, on a à peu près tout le monde. Donc, diaporama sonorisé qui effectivement a votre faveur pour l'instant. Les animations sonorisées, ça ne me surprend pas que vous soyez moins nombreux parce que c'est souvent ce qui non pas rebute mais interroge un peu, de se dire oh, ça fait un peu bande dessinée. Est-ce que c'est vraiment très utile? Est-ce qu'on apprend? C'est vrai qu'on ne peut pas y intégrer aujourd'hui. Enfin, j'ai pas vu d'application véritablement de type animation sonorisée simple, hein. Voilà, ça demande plus de temps comme le dit Fatima, et c'est souvent le constat que fait Marie, là je vois dans le chat, qui dit c'est un peu infantilisant. Alors attention, peut-être que ce que vous avez vu, et d'ailleurs ce que je vous ai proposé, peut avoir un côté infantilisant. Il y a une volonté souvent qui est de décontextualiser, hein, justement, pour être assez éloigné de la réalité. Mais je suis d'accord avec vous, il ne faut pas se tromper, hein, parce que si on tape à côté, on peut du coup avoir un visuel qui répond pas aux attentes des personnes qui viennent se former et peuvent se sentir pris un peu trop pour des enfants. Voilà, le diaporama sonorisé, bah lui c'est plutôt logique parce que c'est ce qui se fait le plus facilement. Une approche ludique, oui, comme dit Isabelle, c'est intéressant de voir cette approche ludique pour des contenus compliqués. Ok, alors on va enchaîner, parce que je vois l'heure qui tourne aussi, sur les deux autres décomposantes, mais sur lesquelles on pourrait y passer bien sûr beaucoup de temps, mais on va aller un peu plus vite sur ces deux-là, qui sont d'un côté donc les plateformes de formation en ligne, ce qu'on appelle également les LMS, les Learning Management Systems, qui sont aujourd'hui malgré tout des outils quasi incontournables. On peut faire de la FOAD sans plateforme de formation, mais il est compliqué d'avoir une traçabilité, c'est-à-dire de savoir ce que font les apprenants quand on n'a pas ce type d'outils, et on peut être limité dans les utilisations et les activités pédagogiques que l'on propose en fait aux apprenants sans disposer de LMS. Alors, les principales fonctions, elles sont 4 dans les principales, je parle bien des principales. La première fonction, elle est de stocker les ressources d'apprentissage, toutes celles que l'on a vues précédemment. Il faut bien les mettre quelque part. Alors, vous n'allez pas mettre ça en vrac dans une Dropbox ou
bêtement un dossier partagé pour faire de la publicité à personne. Donc il faut les organiser et il faut effectivement qu'elles soient indexées, qu'on puisse les retrouver facilement, qu'elles soient sécurisées, etc., etc. Donc première fonction, stocker ces ressources d'apprentissage. La deuxième fonction, c'est à partir de ces ressources d'apprentissage, concevoir des parcours de formation. Parcours de formation, ils sont composés de ressources d'apprentissage et d'activités, qui peuvent être des activités de communication, mais qui peuvent être également des activités d'évaluation. Et donc tout ça va s'organiser dans un parcours de formation, et le LMS a cette particularité, bien évidemment, d'organiser les parcours, y compris avec des notions de conditionnalité, comme on dit, c'est-à-dire que ne permettre par exemple d'accéder à une ressource nouvelle qu'à partir du moment où on a réalisé l'évaluation, voire même à partir du moment où on a obtenu un certain score à l'évaluation. C'est-à-dire on a des parcours dans ce cas-là conditionnels où on avance en fonction des résultats obtenus. Ce n'est pas le cas systématiquement, ce sont des choix pédagogiques que l'on fait. Ensuite, une fois qu'on a créé ces parcours, bien sûr, le but c'est d'inscrire les apprenants dans les parcours. Donc là aussi, quand on donne un lien pour accéder à un espace partagé, on a du mal à gérer les restrictions derrière. Là, on est vraiment sur une notion d'identifiant, mot de passe, et personne d'autre ne peut aller consulter les ressources d'un parcours qui est le mien si, on va dire, le formateur ou l'administrateur de la plateforme n'a pas donné les droits pour que la personne puisse le faire. Donc c'est ce qui va permettre ensuite, une fois bien sûr, puisque les apprenants sont inscrits nominativement dans des parcours, d'assurer donc le suivi de ces apprenants, savoir ce qu'ils font, tant sur le plan pédagogique que sur le plan administratif. Parce qu'on a besoin en tant que formateur d'avoir des feedbacks au niveau pédagogique. Est-ce qu'ils apprennent? Est-ce qu'ils réalisent des activités que je leur ai demandé de faire? Et puis sur le plan administratif, il faut que je prouve que la formation se déroule, qu'elle a lieu, c'est tout le caractère, toute la loi qui est là derrière, donc qui nous dit que l'on doit pouvoir justifier de la réalité de la formation, et notamment à travers des résultats à des évaluations, à travers la récupération de productions qui ont été faites, etc., etc. Voilà, donc faire le suivi, on parle aussi de tracking, le terme de suivi est plus large parce qu'il touche le suivi pédagogique. Tracking a vraiment une notion d'utilisation administrative un peu trop marquée, mais derrière suivi, il y a aussi ce terme de tracking parce qu'on a besoin de ces données administratives, de traçabilité. Alors, les LMS sont de deux types. Aujourd'hui, il y a deux grandes familles. On va trouver des LMS propriétaires, des LMS conçus par des éditeurs. Vous en avez plusieurs sur le marché. Vous connaissez alors anciennement Cifadis, mais qui a changé de nom, Skillsoft aujourd'hui. Donc, vous connaissez i2CO également, vous connaissez Online Format Pro, Cross Knowledge, etc. Donc ça, c'est dans la partie des éditeurs et donc qui conçoivent des LMS, donc ce sont des LMS propriétaires, et de l'autre côté, vous avez les LMS dites open source, qui sont donc dans le domaine du logiciel libre. Donc, vous pouvez, je dirais, avoir un aperçu des principaux éditeurs disponibles aujourd'hui sur, on va dire, l'espace francophone, en utilisant, je dirais, en téléchargeant le guide du FOD qui s'appelle, alors le FOD, je vous le mets là, ça s'appelle FFFOD. Donc si vous allez sur, non, il n'a pas pris. Pardon, j'étais pas dans la bonne fenêtre, voilà. Donc si vous allez sur le site effectivement du 3FOD, du Forum pour les acteurs de la formation digitale, vous pourrez demander à télécharger donc ce guide qui compare 11 ou 12 plateformes éditeurs et 8 plateformes, les 8 principales plateformes open source qui sont utilisées dans l'espace francophone. La principale aujourd'hui étant Moodle, mais elle est loin d'être la seule. Vous allez trouver effectivement plateformes Clara Connect, OpenEDX, OLAT, Ilias, Dokeos. Et puis donc vous retrouvez ici à gauche, donc chez les propriétaires, les principaux éditeurs, dont un certain nombre d'éditeurs français, notamment je pense à i2CO et un Online Format Pro.
Orange aussi, bien évidemment, mais bon, dans une autre mesure, puisqu'il s'adresse essentiellement quand même à des très grands comptes. Et si sur le domaine de l'open source, vous voulez aller un petit peu plus loin, bah, perdez pas de vue que vous avez effectivement accès par le biais de Communautic. Donc vous allez vous connecter sur Communautic, vous allez sur une partie, vous allez voir, vous allez trouver à un moment donné bah, ce petit visuel là d'ailleurs du benchmark que mon cabinet Stratis édite depuis quelques années, qui compare les principales plateformes donc open source, donc en allant beaucoup plus loin que le guide LMS qui lui est présenté là. Toutes payantes, les plateformes propriétaires sont toutes payantes, oui effectivement, avec des modalités de commercialisation qui sont très variables. C'est expliqué d'ailleurs dans le guide, si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus, justement quelles sont les modalités de commercialisation aujourd'hui. À l'inverse, les plateformes open source sont toutes gratuites, hein, c'est-à-dire que vous n'avez rien à débourser pour obtenir la licence. Par contre, derrière, il faudra que vous ayez les compétences pour les installer, les maintenir, les paramétrer, etc. etc. Voilà. On décrit très bien ça dans le guide. Et puis, vous avez peut-être vu, on vous avait mis le lien, un lien vers un certain nombre de webinars. Il y a des webinars qui ont été enregistrés sur justement une présentation du guide. Donc, n'hésitez pas aussi dans les replays des webinars, aller voir cette partie-là, où avec donc Noria Larose, qui est co-auteur avec nous, la société Nel et Associés, qui est co-auteur de ce guide, où on explique effectivement les différences et les intérêts, les inconvénients des différents types de plateformes. Voilà, c'est pour donner un aperçu, commencer à s'y retrouver un petit peu dans, on va dire, dans cet environnement un peu complexe quelquefois qu'est celui des LMS, parce qu'il est un petit peu technique, donc quelquefois quand on est formateur, on n'est pas trop au fait de ces choses-là, mais vous verrez, c'est très accessible la façon dont on a abordé ça. Alors, il n'y a pas que les LMS, on a aussi un certain nombre d'outils complémentaires très utiles, certains que vous connaissez déjà, Doodle pour faire des sondages, Google, l'ensemble des outils Google et notamment Google Forms pour faire des questionnaires, des sondages et des évaluations hein, aujourd'hui, puisqu'on peut faire des évaluations formatives maintenant avec Google Forms. Limnu qui est un outil qui permet de faire du tableau blanc virtuel par exemple, Kahoot qui permet de faire des sondages alors quand on est en classe, hein, quand on est en face à face, mais ce sont des outils complémentaires, des outils numériques qui viennent compléter les utilisations traditionnelles que l'on connaît autour des LMS et autour des contenus de formation interactifs. Les outils de partage et de communication, parce que les LMS intègrent des outils de communication, ils ont souvent un chat, ils ont des forums, ils ont des outils de messagerie, mais on s'aperçoit qu'il est quelquefois plus performant d'utiliser des outils plus proches des usages quotidiens des apprenants auxquels on s'adresse. Alors bien sûr, ça nécessite d'identifier quels sont ces outils de communication principalement utilisés dans le groupe ou dans les groupes d'apprenants auxquels vous allez vous adresser. Certains seront peut-être plus Facebook, d'autres seront WhatsApp, d'autres encore seront Twitter. Il n'y a pas de règles aujourd'hui, on ne peut pas dire. Hein, bon, on peut dire, on pourrait rajouter Snapchat aussi. On a tendance à dire ces derniers temps, Snapchat va remplacer Facebook. Je n'ai pas d'avis particulier là-dessus, mais dans tous les cas, on a effectivement des mouvements sur les outils de communication, et notamment les réseaux sociaux, autour et avec les réseaux sociaux, qui font qu'il est intéressant de se mettre sur le bon canal de communication si on veut effectivement que la communication elle passe entre vous et les apprenants et entre les apprenants eux-mêmes. Pearl Trees, oui, tout à fait, oui, oui. Pearl Trees est un outil effectivement qui vient, on va dire, intelligemment s'ajouter là parce qu'il permet de faire des ensembles, enfin de faire ce qu'on appelle de la curation et donc de mettre ensemble des ressources, d'organiser des ressources que l'on a répertoriées sur le web. Google Classroom, il y a un certain nombre d'établissements qui sont passés effectivement sur Classroom. Certains en sont contents. Je trouve que c'est pas véritablement un LMS. Je trouve qu'on est plus proche d'un environnement numérique de travail, d'un ENT, un peu plus élaboré que l'ENT classique d'un collège, comme on peut en trouver un peu partout. Mais on est
de mon point de vue, un petit peu plus proche de l'ENT que véritablement d'un outil, d'une plateforme de formation. Dans une plateforme de formation, il y a une chose que j'ai pas dite, hein, parce que je n'ai parlé que des 4 fonctionnalités principales, mais on va avoir de plus en plus des outils auteurs, c'est-à-dire des outils qui vont nous permettre de concevoir de la ressource multimédia intégrée dans la plateforme elle-même. Et donc là, bien évidemment, on est tout à fait dans un autre domaine que simplement Classroom. C'est effectivement ces plateformes, c'est comme vous le dites Fatima, ce sont des LCMS, parce que dans le C de Content, donc Learning Content Management System, hein, donc on est capable non seulement de gérer les contenus, mais de concevoir du contenu à partir de la plateforme elle-même. NetVibes est plutôt un outil alors je ne les connais pas tous, hein, mais de mémoire qui va se rapprocher un petit peu dans la catégorie de Pearl Twist justement, ou de Delicious, hein, pour organiser, ou de Scoopit par exemple, pour organiser effectivement des ressources qui sont accessibles en ligne, et donc les organiser, les commenter, les taguer, hein, c'est plutôt cette approche-là. Alors, la dernière composante que je voulais que l'on aborde, c'est effectivement l'accompagnement, parce qu'on peut avoir de très bons contenus, on peut avoir un super LMS, il faut malgré tout pouvoir accompagner les apprenants de façon diverse, parce que tous les apprenants n'ont pas besoin d'être accompagnés de la même façon. Vous n'accompagnerez pas des personnes en grande difficulté, proches de l'illettrisme, de la même façon que vous accompagnerez des Master 2 ou des élèves ingénieurs qui ont une certaine autonomie dans, on va dire, leur mode d'apprentissage. Et donc, vous allez devoir adapter. Quoi qu'il en soit, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que s'il n'y a aucun tutorat, on est dans des taux d'abandon dans les parcours de formation qui frôlent les 90%. C'était vrai depuis des années au CNED, que tout le monde connaît, dans les formats cours par correspondance. Ça reste vrai avec les outils numériques si on reste dans les mêmes modalités, c'est-à-dire on vous donne des cours et vous vous débrouillez tout seul. Donc s'il n'y a pas d'accompagnement, les taux d'abandon aujourd'hui sont toujours sur le même niveau, c'est-à-dire très élevé, proche de 90%. Alors qu'est-ce que l'on attend, qu'est-ce que l'on envisage de faire? C'est déjà d'identifier justement les besoins d'accompagnement des apprenants, en fonction des profils, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure. En fonction de ça, on va déclencher ou on va concevoir déjà, avant de les déclencher, des interventions tutorales. Et ces interventions tutorales, on va les passer rapidement, elles sont de 4 titres, 4 ordres. Des interventions sur le plan technique, tout d'abord. Bah oui, parce qu'on a affaire à des outils techniques, donc il faut aider les personnes à utiliser ces outils-là. Donc les gens peuvent rencontrer des problèmes, ils peuvent avoir des navigateurs mal paramétrés, on a tous connu ça, hein, des versions de navigateurs, des versions de Flash Player ou d'autres d'Acrobat ou je ne sais trop quoi, qui nous permettent pas en fait de réaliser la formation. Et vous avez même pire que ça, c'est la personne qui arrive même pas à s'identifier sur le LMS. Parce que son mot de passe qu'on lui a donné n'était pas le bon. Et puis, bien sûr, elle peut même pas démarrer, elle peut même pas rentrer dans la formation. C'est comme si vous ne lui donnez pas l'adresse de la classe à quelqu'un qui doit se rendre dans une salle de classe. Ça revient à peu près au même. Donc, un niveau d'accompagnement sur le plan technique. Ensuite, on va avoir un niveau, bien évidemment, c'est le premier souvent qui nous vient à l'esprit, c'est sur le plan pédagogique. Le rôle du formateur, c'est d'accompagner sur le plan pédagogique. Et souvent, on pense que ce n'est que ça. Mais vous voyez que ce n'est qu'une des 4 briques. Sur le plan pédagogique, le formateur, il va répondre aux questions, il va faire de la remédiation, il va proposer d'autres voies pour mieux comprendre un sujet sur lequel l'apprenant rencontrera des difficultés. Donc, toutes sortes de stratégies que les formateurs ont l'habitude de déployer en face à face, et qu'il va falloir simplement qu'ils adaptent pour pouvoir réaliser cet accompagnement pédagogique, mais cette fois à distance, sans être, on va dire, les yeux dans les yeux. On a besoin d'accompagner les apprenants sur le plan de l'organisation, hein, parce que c'est pas parce qu'on est inscrit à un cours qu'on va s'organiser soi-même, se dire bah tiens je vais travailler 2 heures par jour, je vais travailler 3 heures par semaine, plutôt le samedi matin parce que je suis tranquille, etc., etc. Donc on a besoin d'aider à l'organisation et on a besoin d'aider en termes de méthodologie également, hein, parce qu'on peut être, un certain nombre de personnes peuvent être un peu perdues face à la façon d'apprendre, comment apprendre
dans ces dispositifs multimodaux, dans ces dispositifs numériques nouveaux. Et donc, on a besoin d'être accompagné aussi sur ce plan-là. Et le dernier point, c'est un rôle qui est très important. Plus on est dans des dispositifs à distance, plus ce rôle-là a de l'importance. C'est maintenir la motivation, maintenir le lien socio-affectif entre le formateur et les apprenants, et entre les apprenants eux-mêmes, faire que les gens constituent un groupe et s'entraident et s'entraînent également au sein de ce groupe avec, je dirais, l'animation du formateur qui prend vraiment là un rôle d'animateur. C'est important pour le formateur parce qu'il est vraiment en lien, il sait comment réagissent les gens, il sait comment les accompagner individuellement, et c'est important pour l'apprenant qui ne se sent pas seul, qui se sent soutenu, et pas soutenu simplement par éventuellement un autre apprenant à qui de temps en temps il peut poser des questions. Alors, ces différentes interventions tutorales, ayez simplement à l'esprit qu'elles ne sont pas forcément réalisées par la même personne. On peut avoir quelqu'un qui fait le soutien technique, plutôt de l'assistance informatique dans ce cas-là, bien sûr des formateurs qui vont intervenir sur le plan pédagogique. Sur le plan méthodo-organisationnel, ce n'est pas forcément le formateur de la discipline, ça peut être un formateur ou ça peut être un encadrant pédagogique. Et puis ici, on peut avoir aussi différents types de profils de personnes qui sont amenés à accompagner, à aider, à motiver sur ce plan socio-affectif. Voilà, donc les quatre types d'interventions, on a souvent eu 4 choses, vous avez vu, et donc autant d'éléments pour aller plus loin aussi, avec, je dirais, la plateforme, toujours le même parcours. J'espère que soit vous êtes allé jeter un petit coup d'œil déjà dans ce parcours. Je vais remettre ma caméra juste pour terminer notre webinaire. Soit vous avez eu le temps effectivement d'aller voir des choses. Je vous invite vraiment à y aller parce que à nouveau, on en a 4. C'est pas qu'on est focalisé sur le chiffre 4, mais bon, c'est comme ça. Hein, vous avez 4 modules dans ce parcours Apprendre autrement. Ce parcours sur la multimodalité qui vous permettra sur pas mal de choses d'aller un peu plus loin que ce que l'on a vu ensemble, hein, parce qu'on a quand même balayé rapidement beaucoup de choses, hein. On vous parle des ressources, on vous parle des plateformes, de ce que l'on trouve également sur le web. Voilà, Dany nous fait un retour, nous dit que c'est très instructif. Eh bien, c'est effectivement un très bon parcours qui a été conçu. On peut élargir bien évidemment, et moi je vous invite vraiment à aller le voir parce que j'espère que nous aurons cette fois l'occasion de nous rencontrer lors de l'étape 3, hein, puisque l'étape 3 est prévue en présentiel. Donc voilà, je vous rappelle ici, mais je vous le remettrai dans un mail à nouveau, les codes pour rejoindre cette plateforme Apprendre autrement. Je vous proposerai une petite activité, mais quelque chose d'assez léger, plutôt pour exprimer votre réflexion, votre ressenti, voire pourquoi pas vos projets si vous êtes dans une phase de projet. Et l'idée, c'est que vous veniez au mois de mai, quand il est prévu que l'on se rencontre. Alors je vais remonter tout au début, parce que j'ai plus la date en tête. Voilà, donc il faut que je me retrouve ici, voilà. Donc le 31 mai, voilà, j'avais plus la date, c'est plus un 21 mais c'est le 31, puisqu'on a prévu donc un atelier. Je recoupe ma vidéo, vous m'entendez mal à nouveau. Ah ouais, ça. J'ai pas la fibre encore moi ici. Et donc le 31 mai, ce que je vous propose, c'est que l'on se retrouve, fort de ces connaissances maintenant que vous avez et de votre niveau d'expertise grandissant, pour échanger avec des acteurs que nous allons inviter, Christophe et moi, qui vont venir illustrer en fait ce que l'on s'est dit là lors de ces 2 webinars, qui vont venir nous dire, voilà, nous on a monté tel type de dispositif pour tels objectifs, pour tel type de public, avec tel moyen, on a choisi une plateforme propriétaire ou une plateforme open source, on a choisi de concevoir nos ressources en interne, ou on a choisi
louer ou d'acheter des ressources pédagogiques déjà conçues par d'autres. Hein. Vous avez des éditeurs, hein, bien sûr, de ressources dans le domaine des langues, de la bureautique, des savoirs de base. Hein. Vous avez aujourd'hui où on commence à avoir pas mal de choses hein, dans le domaine des contenus et des ressources d'apprentissage multimédia. Donc voilà pourquoi un petit peu ils ont fait ces choix et donc autant de choses qui nous permettront d'illustrer euh, le sujet que l'on a commencé de déflorer un petit peu ensemble. Alors, comme le dit Christophe, on n'a pas défini, c'est pas défini encore pour le lieu. Hein, peut-être Lisieux. Ah, enfin, depuis le temps qu'il essaie de nous vendre Lisieux, j'aimerais bien y aller, moi, quand même. Vivement que nous allions à Lisieux. Voilà, donc se termine notre deuxième étape sur les fondamentaux de la multimodalité. Donc, à nouveau, je vous remercie pour votre attention. Et on voit que bah, toutes et tous, vous êtes rentrés aussi hein, dans le jeu parce qu'on avait moins d'échanges dans le chat lors du premier webinaire. Vous voyez que à la fois vous prenez en main les outils et puis c'est aussi s'habituer à échanger sous une autre forme. Hein. Voilà, on n'est pas dans l'échange oral instantané, mais vous voyez qu'on peut retrouver aussi de l'interactivité sans se voir. En plus, là, j'étais obligé de couper la vidéo. Mais moi, je vous vois pas, donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. J'ai vos noms, heureusement. Mais on peut effectivement avoir de l'interactivité, on peut participer, vous avez vu, en venant cocher, donner un avis sur un document, hein, avec un minimum d'outils, et notamment une classe virtuelle. Je vous donne comme ça une idée en passant. Bon là, l'outil s'appelle Classilio, qui est un outil qui est largement diffusé en France avec par la société du même nom. Ça vous coûte grosso modo une cinquantaine d'euros par mois pour avoir un outil comme ça, quoi. Utiliser de temps en temps, quoi, mais c'est très très pratique, y compris pour faire des réunions. Merci, merci pour vos compliments, c'était très gentil. Vous ne pourrez pas dénoter le 31 mai, Sylvie. Bah, j'espère que peut-être quelqu'un autour de vous pourra venir participer. Et puis donc on vous tient au courant. On vous informe également bah, dès que le webinar là est en ligne de sa mise à disposition. Et je vous envoie un petit mail comme la dernière fois. Christophe, un petit mot pour conclure peut-être? Tu me prends de court. On J'étais en t'entend. train de... Oui, oui, je sais. Non, bah, écoute, merci. Pour répondre à la question de Dany, est-ce qu'il y aura d'autres ressources en ligne à consulter? On peut peut-être regarder ce qu'il y a d'intéressant sur Communautique, parce que c'est vrai que Communautique, il y a beaucoup de choses, et peut-être faire un tri de quelques choses à Flécher voir. un petit peu, oui. Réfléchir un petit peu et puis non, voilà, bah, merci d'avoir été présent. Dans le mail qu'on vous enverra, enfin que Jean-Luc vous enverra, je vous enverrai aussi un lien pour que vous évaluiez ces deux webinaires, ce webinaire ou ces deux webinaires. Voilà, puis que vous nous disiez aussi sur quoi vous avez envie qu'on intervienne plus avant, puisqu'on a un programme d'animation qui se termine en juin, et du coup, on va commencer la programmation à partir de, peut-être pas juillet, mais en tout cas septembre. Donc, les dates à retenir, hein, je vous ai parlé du 6 avril l'autre fois, bien que vous pouvez tout retrouver sur Communautique. Hein, il y a le 31 mai, et je vous dis aussi tout de suite les JIPN, donc les Journées d'innovation pédagogique normande, qui sont co-organisées par l'ensemble des trois universités, le rectorat Canopé et la région, auront lieu à Caen les 4 et 5 juillet. Donc il y aura plein de choses, plein d'ateliers, plein de retours d'expérience, etc. Voilà. Et on aura le temps d'en Super, reparler. d'accord. Merci. Bon après-midi à toutes et à tous, et à très bientôt, j'espère.